En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. C'est une grande fierté de finir ma carrière aujourd'hui avec ce colloque. Je dis souvent, j'ai 35 ans aujourd'hui et 30 ans d'expérience en plus, et je vais vous parler surtout de mes 30 ans d'expérience, 35 ans d'expérience, sur la partie système d'information et informatique. J'ai écrit 50 pages, je commence déjà par éviter de lire, donc je vais essayer de tenir mon script. Si on était dans 10 ans plus tard, en 2028, probablement que ma montre super intelligente, super connectée, m'aurait dit calme-toi, bois un petit coup, c'est pas des gens qui sont hostiles, détends-toi. Donc j'ai pas de montre connectée, j'ai juste mes 30 ans d'expérience comme directeur du système d'information dans des CHU pour vous évoquer quelques petits points qui ont émaillé ma carrière et qui ont d'une certaine façon été les 30 ans de l'informatique dans les hôpitaux. Alors bien évidemment, il y avait l'informatique dans les hôpitaux avant que j'arrive en 1989. Bien évidemment, on faisait la paye, on faisait la facturation, bien évidemment, mais on ne parlait pas encore de dossier médical. Avant de commencer mon propos, je dirais jamais que c'était mieux avant, même si j'avais moins de rhumatisme. Je ne dirais pas que c'est super après, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, même si je suis le père, ou plutôt aujourd'hui le grand-père de Crystalnet. Allez, on saute cette page. Mon premier étonnement... Voilà. Mon premier étonnement, c'est en 1989, quand je rentre aux hôpitaux de Grenoble. On vient juste d'en parler. Je suis directeur assistant et je suis en charge du contrôle de gestion. Je suis plein de confiance. Je vais analyser des milliers de chiffres. Je sens que je vais sauver à moi seul le CHU de Grenoble et peut-être la santé en France. Je suis jeune, je suis confiant. Et puis j'arrive devant un directeur général qui, lui, est nettement moins jeune, puisqu'il avait à peu près mon âge d'aujourd'hui. Il n'était pas vraiment porté sur les technologies. Et quand je lui dis, monsieur le directeur général, il y a un ordinateur dans l'administration, il est juste dans votre pièce à côté, symbole du pouvoir. Est-ce que je pourrais l'utiliser pour traiter ces milliers de chiffres? Sa réponse, c'est sans ambiguïté. Mais à l'école, mon jeune ami, vous aviez quoi? Vous aviez une calculatrice. Donc servez-vous de votre calculatrice. Et là, j'ai un peu vieilli prématurément en me disant mais comment je peux faire du contrôle de gestion avec une calculatrice quand on a des milliers de chiffres à organiser et à traiter. Alors je ne me suis pas découragé, j'ai continué mon chemin, je suis allé voir les services de soins dans les étages à Grenoble et puis j'ai découvert des tas de choses, j'ai découvert qu'il y avait du papier partout, mais du papier partout, des dossiers médicaux dans tous les couloirs, on n'en pouvait plus d'avoir du papier et puis il y avait des Macs dans les unités de soins, mais pas dans les unités de soins pour traiter le patient, dans les unités de soins pour faire la bibliographie pour les chercheurs. Et dès le départ, en fait, je me suis fait ce double constat. On est relativement archaïque dans l'administration par rapport à tout ce qui est moderne. Et puis, il n'y a strictement rien sur le patient. Et comme j'étais jeune, j'étais enthousiaste, je me suis dit, c'est super. Direction la FNAC, je suis allé acheter un ordinateur pour pouvoir travailler dans mon bureau tranquillement sur de l'informatique. La deuxième étape, on va dire que c'est 1993-98. Je quitte le contrôle de gestion, j'abandonne mon PC et je me plonge dans l'informatique du CHU. Je suis nommé directeur du système d'information et je tombe sur un service qui est particulièrement vieillissant. Vieillissant parce que, en définitive, ce n'était pas l'âge, c'est qu'on ne savait pas traiter les questions stratégiques. Les questions stratégiques qui étaient posées à l'époque, c'était est-ce qu'on doit investir sur des PC ou est-ce qu'on doit continuer à fabriquer des appareils qui traitent de l'information? Est-ce qu'on doit aller vers des bases de données relationnelles? Est-ce qu'on doit aller vers uniquement la paye ou est-ce qu'on doit aller vers le dossier médical, sachant que les médecins sont quand même un petit peu caractériels et donc c'est quand même risqué. Et très vite, je me suis posé cette question, et je me suis posé cette question jusqu'à aujourd'hui, ou hier, on va dire, sur l'avenir des systèmes d'information et de l'informatique dans les hôpitaux. 25 ans après, 30 ans après, j'ai toujours les mêmes questions. Mais très vite, en fait, j'ai pu convaincre ma direction générale qu'il fallait se rapprocher du cœur du réacteur de l'hôpital. Le cœur de réacteur de l'hôpital, ce n'est pas la paye, même si je suis intéressé par la paye,
Ce n'est pas la facturation, même si la direction est intéressée par la facturation. Le cœur du réacteur, c'est ni plus ni moins que le patient. Et très vite, j'ai expliqué à ma direction générale que si elle voulait avoir un peu de tranquillité avec les médecins, si elle voulait être un petit peu plus moderne que la direction générale précédente, il fallait investir sur le dossier du patient. À cette époque, on ferme les cuisines des pavillons du CHU de Grenoble pour des cuisines centralisées, on regroupe les archives papier, les blanchisseries industrielles arrivent et les personnels qui rapiècent les draps et les couvertures, mais oui, dans certaines unités, sont progressivement reconvertis. Et donc je me dis, l'informatique doit bouger, on va bouger, et à cette époque-là, sur cette époque-là, plutôt, j'ai gardé 3 dates majeures. La première date majeure, pour moi, c'est 1994. Ça passe complètement inaperçu, maintenant, 25 ans après ou 30 ans après. Mais la première révolution, pour moi, c'est le fait qu'on ait pu mettre un identifiant patient permanent pour tous les patients qui venaient au CHU de Grenoble. Sans cette pièce d'identification dans le temps, il était impossible de construire quoi que ce soit. Et sans qu'on comprenne vraiment bien pourquoi je posais cette première brique, le CHU de Grenoble m'a fait confiance. Et du coup, avec le déploiement progressif du réseau, on pouvait commencer à imaginer de parler de dossiers patients partagés entre les équipes de soins. Partagés, c'est aussi le temps des soupçons qui commencent à arriver parmi les équipes de soins. Les médecins veulent tous partager leurs dossiers, mais surtout ceux des autres. Et donc on commence à se dire, oui, mais c'est quoi la qualité de ton dossier? Pourquoi je partagerai mon dossier? Tu vas me piquer mes données pour la recherche universitaire, etc. Mais malgré toute cette ambiance un petit peu agitée, la roue va tourner et la reconversion des opératrices va se faire. On pose les bases et on arrive à imaginer un système d'information, je dis bien à imaginer un système d'information où un médecin pourrait parler avec un autre médecin d'un autre service sur le même patient. C'est super intéressant parce que c'est là où on pose vraiment l'architecture. Dans cette époque-là, on pose l'architecture. Juste sur l'IPP, une petite... je ne sais pas s'il y a d'autres Français dans la salle, enfin oui, j'en ai vu, mais peut-être pas des hospitaliers, mais on pose ça en 1994, l'IPP, au CHU de Grenoble. Il a fallu attendre 2004 aux Hospices civils de Lyon, où je suis aujourd'hui directeur du système d'information. Et avec un peu de chance, l'assistance publique de Paris, en 2019, aura son IPP pour l'ensemble des établissements. Donc vous voyez qu'il faut quand même du temps, c'est un petit peu inertiel quand même. Hein. La deuxième période, la deuxième date majeure, c'est 1997. On commence à faire les premières pages HTML sur Internet entre mes collaborateurs et moi-même. Alors pour ceux qui ont les tempes un peu grises ou la barbe blanche, peut-être qu'ils se rappellent les premiers modems 28 kilobits ou les premiers modems 56 kilobits qui faisaient un bruit extraordinaire. On avait l'impression d'avoir des machines à vapeur quand on travaillait, mais on réalise quand même les premières pages HTML et on se les envoie de notre domicile. Et on a l'impression qu'avec ça, on peut tout refaire. C'est ce qu'on va commencer à imaginer le samedi matin dans nos brainstorming. On se dit, en définitive, qu'est-ce qui nous manque pour commencer à imaginer ce fichu dossier patient auquel on rêve depuis quelques années. En fait, ce qui nous manquait, c'était une brique essentielle, c'était la base de données relationnelle que nous apporte Microsoft progressivement. Et là encore, j'ai des anecdotes, mais on le supprime. Et donc, en définitive, entre les pages HTML, la base de données relationnelle, l'équipe qui commence à se motiver, j'ai à peu près tous les ingrédients pour mettre en place un puzzle qui commence à ressembler à quelque chose. Et puis, 1998, nous nous lançons dans l'aventure. Je propose de lancer un projet qui s'appelle CrystalNet, en rupture de tout ce qui existait aujourd'hui sur le marché, à cette époque-là plutôt. Et on propose le conseil d'administration du CHU de Grenoble, très courageusement, poussé un petit peu par quelques cliniciens qui préféraient garder leur pouvoir, me propose le challenge suivant. OK, lancez le projet CrystalNet, mais vous allez être évalué chaque année. Et si vous n'atteignez pas vos objectifs, périmètre, délai, coût, à ce moment-là, vous devrez donner votre démission. J'ai accepté de proposer ma démission si par malheur le projet devait rejouer la dernière scène du Titanic, qui n'est pas forcément la plus agréable pour les spectateurs, mais pour les acteurs encore moins. Et donc pour la première fois en Europe, nous avions la possibilité de lancer un projet en rupture de tout ce qui existait, un dossier basé sur les nouvelles technologies. Et je dois constater que bientôt 20 ans après, la première souche de CrystalNet ne nous a jamais déçus. Elle va dépasser largement tous nos espoirs, puisqu'elle va rentrer et s'immiscer dans tous les processus de soins. Avec ce recul, si je finis juste sur cette période, je peux dire que CrystalNet a pris la vague au bon moment. Nous étions les premiers à utiliser ces nouvelles technologies.
et on va participer à transformer profondément les usages au CHU de Grenoble. Avec Crystalnet, on commence à aborder également le déploiement des PC de manière généralisée à l'hôpital. On transforme certains processus majeurs comme la prescription du médicament. Et puis on voit commencer à apparaître timidement le Wi-Fi. Vous savez, le Wi-Fi, en même temps qu'on mettait le Wi-Fi, on mettait les grandes affiches. Attention, faites attention, pas d'utilisation du téléphone portable, pas d'attention, Wi-Fi, etc. Et donc, on est en train de pousser un petit peu et de repousser les murs. Mais en même temps, on repousse les murs au plan des doctrines. Pour la première fois, je pose le principe que le dossier du patient n'est pas égal au dossier médical et que le dossier médical n'est pas égal au dossier du patient. Vous imaginez la tête des vieux cliniciens quand je leur ai affirmé ça et quand je leur ai dit que le dossier du patient, c'était plutôt la somme de dossiers de tous les métiers de l'hôpital qui prenaient en charge le patient. Et puis, culturellement, je commence à voir qu'on change les cultures de l'hôpital. J'entends des infirmières, des médecins, des sages-femmes parler dans le couloir en disant « Est-ce que tu as rempli le gulper ?» Le gulper, c'était le générateur de formulaires. « Est-ce que tu as les résultats de STAR ?» Est-ce que tu as hypopé pour les blocs opératoires? Et progressivement, on voit que ces mots rentrent dans la culture pour simplifier la démarche. Et je me dis qu'en définitive, nous ne sommes pas loin d'avoir gagné. Et cette période a été assez extraordinaire. Diapo suivante. Après toutes ces années, ces premières années de travail, on commence à voir le succès arriver. Et la première reconnaissance, c'est en 2000, quand les deux directeurs généraux du CHU de Grenoble et du CHU de Québec signent ensemble un accord historique entre les deux CHU pour faire coopérer les deux CHU en matière de numérique et de nouvelles technologies. Et ce qui est amusant, parce qu'en France, c'est toujours comme ça que ça se passe, je ne sais pas chez vous, mais en France, c'est souvent comme ça que ça se passe, à partir du moment où le Québec avait signé le CHU de Québec avait signé avec le CHU de Grenoble, alors l'assistance publique de Paris et Lyon sont venus nous voir en disant « Comment ça se fait que tu t'adresses aux Québécois et que tu ne nous as pas présenté Crystalnet alors que nous, on meurt d'envie de le connaître ?» Et évidemment, en jouant un peu sur la jalousie, progressivement, on s'aperçoit que Crystalnet s'impose comme le modèle qu'il faut suivre de très près et les gros centres hospitaliers comme Paris et Lyon vont signer un accord avec nous pour déployer Crystalnet chez eux. On voit deux conséquences à ce succès. Le premier, c'est que les éditeurs du marché sur l'époque, à l'époque, commencent à nous imiter, voire à nous plagier, puisque un grand éditeur, dont je tairai le nom, mais si vous me le demandez, je vous le dirai, ont même carrément photographié nos écrans pour les recopier, pour être encore plus près de Crystalnet. Et puis le deuxième effet de Crystalnet, c'est qu'on ne prend plus le temps de réfléchir au niveau des besoins. On nous dit « il n'y a qu'à Faucon », et j'ai inventé cette formule de livreur de pizza, c'est-à-dire que nous sommes des livreurs de pizza, et je me bats depuis maintenant presque 15 ans pour faire que les utilisateurs nous créent vraiment, nous décrivent leurs besoins et non pas nous disent « il faudrait un truc ». Voilà, et ça c'est la conséquence négative, j'allais dire, presque de Crystalnet et de notre succès. Diapo suivante, alors ça c'est juste un petit coup de patte, non pas à mes collègues de Paris, mais à ce coup-là à mes collègues directeurs d'hôpitaux. Fin de la tranquillité, 2001-2004, c'est la fin de la tranquillité pour les directeurs d'hôpitaux. La messagerie numérique arrive, on ne peut plus se réfugier derrière du papier, des secrétaires, un processus lent pour répondre. Il faut former toutes les directions administratives. La messagerie arrive dans tous les bureaux et, j'allais dire, exit le papier, mais exit aussi les directeurs qui ne veulent pas jouer le jeu. Il y a plein d'anecdotes très amusantes sur l'introduction de l'informatique et en particulier de la messagerie électronique chez les directions administratives. Mais la messagerie électronique qui se propage à cette époque-là ouvre aussi des réflexions sur Crystalnet. Comment je peux travailler avec l'hôpital qui est en face de chez moi, mais qui est une structure juridique complètement indépendante. Et donc, comment on peut identifier l'hôpital A, et puis l'hôpital B, puis le médecin de l'hôpital A et le médecin de l'hôpital B. Et donc, on commence à se poser des questions. Et du coup, on profite d'une opportunité où je suis nommé à la fois directeur du système d'information du CHU de Grenoble et des Hospices civils de Lyon, pour dire, en définitive, pourquoi les trois CHU ne travailleraient pas ensemble. Les trois CHU de la région Rhône-Alpes travailler ensemble, je crois que c'est un sacré challenge que vous ne pouvez pas imaginer, tant la rivalité est forte entre nous. Et pourtant,
on commence à se dire, je ne sais pas si les médecins vont en travailler ensemble, mais faisons que l'informatique travaille ensemble. Et donc, on commence à se dire comment on peut identifier le patient de manière unique entre Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, et puis après Annecy, Chambéry, etc. Et donc, on crée le premier IPP régional, et aujourd'hui, cet IPP régional a plus de 7 millions d'identifiants partagés entre tous les hôpitaux de la région Rhône-Alpes. Et puis, on se dit, il faudrait lancer un petit dossier clinique, mais pas un dossier clinique de stockage, mais un petit sniffer qui aille chercher dans nos différents dans nos différents CrystalNet, pardon, on va en parler plus tard, d'EasyLy, dans nos différents CrystalNet, l'information pour la transmettre aux médecins. Et donc, on lance un premier projet de dossier régional partagé. Ce que je vois, et c'est important de commencer à noter ce genre de choses, ce que je vois, c'est également que les hôpitaux qui n'ont pas pris la vague au bon moment commencent à s'isoler. Non seulement ils s'isolent, mais ils isolent aussi leurs soignants. Et c'est ce que j'appelais la première fracture numérique entre les hôpitaux. 15 ans après, on la sent toujours dans un certain nombre d'hôpitaux de notre région, des hôpitaux qui ont pris du retard, et ce retard-là, il est difficilement comblable. L'autre période qui m'intéresse, c'est cette période, parce que là aussi, on parle de fracture, c'est que le succès fait qu'on n'a plus la taille critique avec mon équipe locale du CHU de Grenoble et des Hospiciers de Lyon pour suivre la dynamique du succès. Et je vois bien que mes collègues de Grenoble, du CHU de Québec commencent à trépigner. La souche québécoise qu'on leur a proposée est trop limitée pour eux. Et donc, nous proposons à notre collègue Jean Boulanger, qui reçoit à ce moment-là le prix Sirius, qui n'était pas un pot de sirop d'érable, on lui propose à ce moment-là de prendre en main CrystalNet, quitte à en faire une souche complètement déviante de la souche française. Et c'est ce qu'il va faire avec brio et succès. Je vous ai dit, les CHU, les grands CHU prennent CrystalNet, et à Lyon, fort de ce succès constaté à Paris, à Québec, à Grenoble, le CHU de Lyon décide de muscler un peu sa politique en termes de système d'information. Et ce qui est intéressant, regardez ce chiffre, nous sommes en 2006, 2007, 2008, on me demande de lancer un grand projet stratégique, il paraît qu'à l'époque il fallait faire ça, pour former tous les soignants à l'utilisation de la souris. Je ne sais pas si vous voyez, 2006, c'était à 10 ans, le décalage dans le raisonnement administratif et la réalité de terrain. Et donc on va former presque 8000 personnes sur notre plateforme e-learning au maniement de la souris, comment j'allume un ordinateur et comment j'utilise la bureautique. Et puis, juste pour la petite anecdote, 2008, c'est le dernier combat livré par la direction de la qualité pour imposer un dossier papier et non plus un dossier informatique. Voilà, ça fait partie encore des petites batailles qu'il fallait livrer pour qu'on puisse passer au tout papier, au tout numérique. Alors j'accélère. Juste une petite, un projet que vous connaissez probablement pas. Nous sommes à la fin des années 2007 et on vient de m'expliquer qu'il y a un vrai problème, c'est que les hôpitaux étant cloisonnés, lorsqu'on a besoin d'orienter un patient du court séjour d'un hôpital vers une structure aval de réadaptation, par exemple, eh bien, il faut utiliser le téléphone, le fax, etc. Et donc, ce n'est pas possible de continuer comme ça, on perd trop de temps. Et comme par hasard, lorsque vous avez une jeune femme de 20 ans en bonne santé qui s'est juste tordu le genou, c'est beaucoup plus facile de lui trouver un centre de rééducation que lorsque vous avez une mamie, 85 ans, légèrement grabataire et avec des problèmes pulmonaires. Et donc, la mamie, la gentille mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans le service de soins de court séjour et donc les coûts du séjour explosent. Donc on me dit, il faudrait trouver quelque chose. Et il y a un gentil médecin qui vient me voir, il me propose un truc absolument fumeux, auquel je ne comprends rien, et puis je lui résume en lui disant, est-ce qu'en définitive, vous voulez faire, cher docteur, c'est une place de marché. J'ai une offre, j'ai une demande, et vous voulez qu'on organise ça. Alors, passer la phase d'étonnement du mot place de marché, mais en fait, c'était vraiment ça, on lance le projet Trajectoire. Le projet Trajectoire, aujourd'hui, est déployé dans toute la France. Il y a 2 petits îlots extrêmes en Bretagne, et puis en région Provence, et encore, ils commencent sérieusement à s'y intéresser. Mais aujourd'hui, tous les hôpitaux utilisent via Trajectoire pour demander une place en aval à des structures qui ont potentiellement des places.
Ce sont des millions d'euros, ça a été évalué par la Cour des comptes, ce sont des millions d'euros que nous avons fait économiser à la santé. Et c'est un projet qui s'est propagé, j'allais dire presque de bouche à oreille, puisque ça a démarré aux Hospices de Lyon, puis après dans la région Rhône-Alpes, et puis après chaque région s'est intéressée. Et en l'espace de 10 ans, voilà un projet qui est passé complètement inaperçu, mais qui est certainement le plus beau projet et le plus économique mené en France. Pour rétablir l'équilibre budgétaire, eh bien, il faudrait casser les Hospices de Lyon. Hospices de Lyon, c'est un établissement de 5200 lits, 23 000 salariés. Il faudrait le casser en 4 pour essayer d'avoir un management plus souple. Et là, c'est une période fantastique, croyez-moi bien. On ne peut pas bouger quand on est riche. Quand on est pauvre, il faut se bouger si on veut survivre. Là, on était plus que pauvre et on s'est bougé. Et plus que bougé, on a lancé plus de 140 projets, tout azimut, la refonte des blocs opératoires, de la biologie, de l'imagerie, les réorganisations des urgences. Et la DSI a eu carte blanche à la fois pour proposer des choses, mais surtout pour en trouver. Et c'est une époque fantastique pour le système d'information parce que on me dit toujours, tu as gagné la médaille du déficit. En fait, le système d'information est devenu le levier de la transformation des Hospices de Lyon, l'un des 5 leviers de la transformation de notre hôpital. 3 ans après, nous avions facialement un pseudo-équilibre, c'est-à-dire qu'on avait vendu beaucoup de nos immeubles, beaucoup de notre patrimoine aussi. Mais 6 ans après, et depuis 3 ans maintenant, nous sommes à l'équilibre, voire à l'excédent budgétaire. Et quand on regarde ce qui a été fait, ce sont des toutes petites choses et puis des grosses choses organisationnelles qui ont été accompagnées par des toutes petites choses. Alors, il me reste 22 minutes, je vais passer sur les exemples. J'en donnerai qu'un qui me semble intéressant. L'iPhone venait de sortir en 2008, de mémoire, et on propose aux cliniciens d'avoir le dossier CrystalNet ou des écrans en fait, de CrystalNet sur leur iPhone. Et du coup, de pouvoir avoir accès à l'information n'importe où, n'importe quand. C'est une vraie petite révolution pour les médecins qui trouvent là une marge de manœuvre, de confort dans leur exercice. Cette période, elle est majeure pour les Hospices de Lyon, puisque maintenant, non seulement nous sommes en excédent, mais nous avons maintenant une voie royale pour continuer à transformer l'hôpital. On a pu montrer à tous les autres hôpitaux français que le déficit n'était pas inexorable et qu'il ne fallait pas forcément toujours compter sur les subventions du ministère. Nous avons pu montrer aussi que l'informatique était l'un des leviers de la transformation de l'hôpital. Et c'est pour ça que depuis maintenant 7-8 ans, tous les projets d'établissement qui sont construits aux Hospices de Lyon s'appuient sur le système d'information pour participer à cette transformation. On finit l'année 2012 et on se rend compte à ce moment-là que la souche primaire de CrystalNet sur laquelle on s'appuyait devenait trop bloquante pour un certain nombre de transformations que nous voulons faire. Et la direction générale me propose le challenge de réécrire un DPI, évidemment dans la continuité du dossier patient CrystalNet. Et à ce moment-là, il y a un tel enthousiasme aux Hospices de Lyon, puisqu'on était prêt de réussir notre challenge sur le déficit, qu'on ne se pose même pas la question. Brutalement, en quelques semaines, j'ai plus de 400 cliniciens et soignants qui participent, qui se déclarent volontaires pour travailler avec nous, pour revoir tous les processus de l'hôpital et essayer de faire autrement que simplement le dossier patient, tel que nous l'avions imaginé avec CrystalNet. Là, je vous donne 2 exemples. Un des problèmes majeurs que nous avions, c'était des plateaux de consultation qui étaient des vrais bazars. Imaginez un plateau de consultation en pédiatrie. Nous sommes le plus gros centre de pédiatrie de la région. Nous avions plus de 90 médecins qui faisaient des consultations de consultations de médecine et de chirurgie. Et vous imaginez le nombre d'enfants qui criaient, pleuraient, couraient dans les couloirs. Les parents, idem, ils ne criaient pas, ils ne pleuraient pas tous, mais ils couraient tous après leurs enfants. C'était un véritable bazar et une des idées que nous avons eues, c'est de se poser, de se dire pourquoi nous ne gérerions pas un plateau de consultation comme on gère un aérodrome, un aéroport, avec une tour de contrôle, avec des acteurs qui savent ce qu'ils doivent faire. Et les acteurs, c'est les patients, les médecins, les infirmières. Et donc, essayons de construire cette tour de contrôle
Et les plateaux de consultation ont été progressivement dotés d'écrans d'affichage qui fait qu'on suit les processus et que chacun surveille l'évolution de sa prise en charge. On voit aujourd'hui que l'informatique est tellement intégrée dans notre activité que 15 minutes de ralentissement ou 15 minutes d'arrêt, j'ai à peu près 40 mails dans mes messageries à traiter, même si je ne peux pas y faire grand-chose. Mais c'est insupportable aujourd'hui pour les soignants et nous sommes devenus très dépendants de l'informatique. Et puis, en parallèle, vous voyez qu'on commence tous à se connecter. Nous avions mis le patient au cœur de nos préoccupations, mais comme l'avait dit la dame de l'IBM, en fait, il n'est jamais au cœur de nos préoccupations. On lui demande surtout d'être dans la salle d'attente et puis d'être tranquille. Et là, on commence à se dire, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Et donc, on fait venir des groupes de patients, et puis on a l'idée de lui proposer un portail patient, dans lequel le patient va pouvoir à son domicile recevoir des informations et nous en donner. Alors là, c'est vraiment une révolution, et je peux vous assurer que le corps médical, en particulier, avait mis le frein à main, et d'autres même avaient enclenché la marche arrière quand il s'est agi de faire participer vraiment le patient à sa prise en charge. Alors on a commencé petit, on a commencé par la prise des rendez-vous, sur le portail, le patient pouvait prendre des rendez-vous. On a commencé par les préadmissions, pour lui éviter de passer au bureau des entrées. Et puis, on s'est dit on pourrait le faire participer à la prise en charge de son parcours. Et là, on nous a dit non, nous, on ne veut pas recevoir d'informations du patient, donc on saute cette étape. 5 ans après, nous y sommes en plein, et cette opposition première, vous allez voir, nous allons la faire sauter. Ce qui est amusant, c'est qu'en travaillant avec les patients, nous sommes rendus compte, quand je dis nous, les informaticiens et les soignants, que nous étions à 100 km de ce que souhaitaient les patients. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Nous travaillons avec le service d'endocrinologie pour le suivi des patients pour lesquels on a greffé des pompes sous-cutanées pour le suivi de leur diabète. Et avec les soignants, on avait commencé à élaborer des fiches d'information, comment le patient pouvait nous remplir des fiches tous les mois, tous les trimestres. Et puis, voilà. Et puis, c'était extrêmement bienveillant ce qu'on écrivait, c'était délicat, etc. Et puis, on fait venir notre groupe de patients témoins et ils commencent à lire les documents. Et là, vraiment, au départ, ils sont gentils, c'est bien, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils se lâchent. Et puis, mais c'est nul ce que vous nous écrivez. Pourquoi vous nous bisounoursez comme ça? Enfin, on n'est pas des débiles mentaux, parlez-nous comme des adultes. Et donc, nous, on était un peu surpris, on pensait bien faire en prenant soin d'eux, enfin, on les cajolait, etc. Non, parlez-nous franchement. Si vous pensez qu'on n'a pas bien utilisé notre pompe, il faut nous le dire pour qu'on puisse rétablir le truc. Quelques semaines, quelques mois après, on établit un bon consensus, tout le monde est content, etc. Et puis on arrive à la réunion finale, avant le lancement, on voulait s'assurer que tout était OK, on avait bien mis les points sur les i, les virgules et les points étaient bien positionnés. Et puis on se dit, maintenant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On lance le projet. Et là, globalement, on a eu 3 réactions dans le groupe, il y avait une quinzaine de personnes. On a eu les moins de 30 ans, plutôt des hommes, qui se sont dit, si je comprends bien, tout ce travail, c'est fait pour nous espionner. Vous voulez savoir ce qu'on va faire de notre pompe, vous voulez savoir ce qu'on va manger, vous voulez savoir si on va faire de l'activité. Vous nous fliquez, quoi. Donc nous, on a dit, non, c'était pour votre bien. Non. Puis, il y a eu une deuxième type de réaction, plutôt les femmes de plus de 50 ans, qui ont commencé à se plaindre en disant, mais si je comprends bien, on ne va plus vous voir. Si nous, on vous transmet les informations directement sur Internet, ça veut dire qu'on ne va plus venir dans le service de soins vous rencontrer. Et là, les cliniciens disent, mais non, de toute manière, vous ne venez pas nous voir, donc rassurez-vous, vous pourrez venir nous voir quand vous voulez. Puis les troisièmes, et globalement, c'était un tiers. Les troisièmes groupes nous disent, ah mais c'est super, on va être indépendants et en même temps, on va pouvoir communiquer entre vous. Heureusement, on s'est dit tous ces mois de travail pour avoir... Cette conclusion, elle était utile, et depuis, ça marche très bien. On a une très belle cohorte de suivi, et puis maintenant, on a évidemment élargi ça à d'autres spécialités. Voilà, je voudrais finir juste cette première série de diapos pour vous faire juste un petit retour, là, très court, depuis 3 ans. Un jour, mes collaborateurs me disent à vos souhaits. Vous n'êtes pas éternel. Non, ils ne me disent pas à vos souhaits, c'était...
Philippe, t'es pas éternel, c'est toujours toi qui as les intuitions des virages qu'il faut prendre. Comment on va faire quand tu vas partir? Qui c'est qui va nous donner la boîte à idées? Et moi, je pensais que j'avais tout fait pour leur faire comprendre comment on prenait les virages. Je me suis dit, c'était une grosse déception, là où certains auraient pu se sentir flattés. Pour moi, c'était une immense déception. Je me suis dit, il ne faut pas rester là-dessus. Il faut que j'invente, il faut que nous inventions une façon d'innover. Alors c'est curieux de se dire, on invente. Allez, on invente. Non, c'est pas. Donc on a essayé de décortiquer tous les processus d'innovation. C'est facile, la littérature vous en donne plein des processus d'innovation. Enfin, des innovations, pas les processus. Et donc vous avez des Steve Jobs, c'est des mecs géniaux, quoi. Enfin, le mec, il a un pullover noir et puis il découvre l'iPhone. Ouais, c'est pas si facile que ça en définitive. Quand vous décortiquez tout le processus, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est 10 ans, des années de maturation. Et donc on se met à étudier comment une innovation est arrivée sur le marché. Et donc, progressivement, on propose une méthode à nos collègues, enfin à nos collaborateurs pour inventer. Et donc je leur dis, ben voilà, maintenant on va tester. Et donc tous les mois, on a un atelier qui dure à peu près 1h30, c'est un atelier sandwich, où je leur donne des sujets de dysfonctionnement ou de choses à améliorer. Ils sont une quarantaine qui se répartissent en ateliers. Et avec la méthode, leur objectif, c'est de me faire des propositions sur post-it et puis de les challenger pour me dire ça c'est plus facile, ça c'est plus complexe, ça c'est plus cher, etc. Et juste l'anecdote, il me reste 12 minutes 58, juste l'anecdote, la première réunion, je les avais bien chauffés, vous allez voir, on va tous innover. Bon, ils étaient arrivés un peu en se demandant ce qu'ils allaient pouvoir innover. Et puis je leur ai dit, ben voilà, je vous propose de travailler sur un dysfonctionnement que je trouve majeur à l'hôpital. Le petit déjeuner en hospitalisation. Rien à voir avec l'informatique. Et là, j'ai senti 40 visages se fermer en se disant, mais nous, on est venus avec plein d'idées sur la techno, sur tout ce qui pouvait se faire, et qu'est-ce qui nous sort le petit déjeuner à l'hôpital? Alors, je vous remets le décor. Pour ceux qui sont déjà allés en hospitalisation, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs. Le petit déjeuner à l'hôpital, vous n'êtes pas bien, puisque vous êtes à l'hôpital. Vous n'êtes pas forcément en pleine santé. Vous êtes allongé, vous avez des draps dans lesquels vous êtes un peu entortillé. On vous met une tablette qui est juste à hauteur de vos genoux. Et puis l'infirmière ou l'aide-soignante vient vous poser un plateau dans lequel elle remplit au choix du thé ou du café au lait, voilà, dans un bol qui va devenir de plus en plus fluctuant. Et puis, cerise sur le gâteau, on vous demande, vous voulez quoi, du pain ou du pain? Alors on prend du pain, et en fait on vous apporte des biscottes, parce qu'en fait le pain le matin il n'est pas livré, donc on vous apporte plutôt des biscottes dans des sachets en cellophane, là, qu'il va falloir vous faire tirer comme ça. Et puis pour des raisons d'économie et d'hygiène, on vous apporte du beurre, mais le beurre il est bien gelé. Et puis évidemment, ça serait pas rigolo si vous n'aviez pas un couteau en plastique. Et donc le challenge pour la personne hospitalisée et de préférence âgée, c'est quoi? C'est d'ouvrir le sachet en plastique sans renverser le bol de café au lait, sans écraser avec le couteau en plastique le beurre sur la tartine, etc., sur la biscotte. Et en général, qu'est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est rigolo quand enfin, c'est rigolo. Ça peut être rigolo quand on le raconte comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est souvent soit l'aide-soignante qui en a ras-le-bol qui le fait, qui ouvre tout, qui met tout dans le lait, dans le café, la tartine, le beurre, et tout ça, ça flotte. Soit elle laisse un peu d'initiative à la personne et elle lui a dit bonne chance. Et en général, un quart d'heure plus tard, il y a des appels qui sont signalés parce que le lait s'est renversé sur le drap, les miettes sont sur le lit, et ça importune tout le monde. C'est un vrai dysfonctionnement. Et donc j'ai dit à mes 40 ingénieurs, vous allez travailler là-dessus. Mais dans mon esprit, ce n'était pas pour qu'ils me trouvent des choses, mais pour qu'ils travaillent sur la méthode. Dysfonctionnement, les 5 pourquoi, et puis trouver des solutions pour que... Ils sont tellement rentrés dans le jeu que 3 semaines après, alors que normalement l'atelier c'est 1h30, 3 semaines après, certains continuaient à m'écrire des mails en me proposant notamment, le dernier, et c'est là où j'ai dit stop, on arrête maintenant, hein, c'était un atelier, c'est un exercice, une espèce de machine avec schéma à l'appui, c'était une espèce de machine Nespresso, hein, où on mettait des biscottes, il y avait du beurre, et puis hop, magiquement ça ressortait beurré, chaud, etc. Donc je leur ai dit c'est bon, je crois que vous avez compris l'exercice.
on arrête là, on ne va pas concurrencer Georges, et on va juste retenir la méthode. Et depuis, tous les mois, depuis maintenant presque 3 ans, on a ces ateliers. Et si vous avez le bonheur de venir, ou si j'ai la chance de vous accueillir au CHU de Lyon, vous verrez dans mes bureaux, nos bureaux sont remplis de post-it partout, d'innovations, d'idées, qui sont régulièrement challengées, et certaines sont mises en œuvre. La culture de l'innovation, je crois avant tout, contrairement à ce que disait la dame d'IBM, mais elle vient sur la techno, moi je viens plutôt sur les usages, il n'y aura pas de Big Bang, elle vient par des petites innovations dans lesquelles les soignants viennent, s'intègrent dans cette démarche. Et maintenant, nous sortons la démarche de notre service informatique et nous la lançons auprès des services de soins. Et là, c'est vraiment magique, je vous assure. Travailler sur l'innovation, par exemple sur les urgences, c'est extraordinaire. Et on a 50 000 idées. Alors, j'enchaîne. Voilà, puisque c'est le sujet de la conférence, donc maintenant je vais l'aborder. En fait, je n'ai pas de boule de cristal, je vous le dis tout de suite. J'ai aucune idée de ce que vous vivrez dans 10 ans professionnellement. J'essaie simplement de voir, en l'espace de 25 ou 30 ans, comment les choses se font et doucement dérivent. Alors, je vous raconterai un autre jour, une autre fois, une anecdote sur un médecin, comme ça, en 1995, à qui on avait demandé sa vision pour l'an 2000. Voilà. C'est assez extraordinaire. Moi, je ne fume pas la moquette, donc, et puis ni du cannabis, puisque c'est interdit en France. Je dirais simplement, la première chose qui me vient à l'esprit, quand je retrace ces 30 années, et c'est probablement ce que vous vivez tous les jours, il suffit de regarder le nombre de personnes qui ont leur iPhone sur la table, c'est la réduction du temps. Vous êtes connectés et du coup, le temps se comprime. Vous faites maximum de choses et vous n'avez plus le temps. Nous n'avons plus le temps. On avait étudié, alors je pourrais prendre 50 000 exemples. J'en reprends un. En 2010, au moment où nous étions dans la situation catastrophique au niveau budgétaire, nous avions fait un sondage sur le temps pour prendre un rendez-vous, le temps qu'il fallait pour prendre un rendez-vous. 50% des rendez-vous téléphoniques n'aboutissaient pas, c'est-à-dire que les secrétaires, soit ils étaient partis déjeuner, boire un café, discuter, je ne crois pas du tout ça, soit ils n'avaient pas le temps de décrocher, ce qui voulait dire que les secrétaires étaient complètement pris par le téléphone et les patients n'arrivaient pas à avoir leur téléphone. Perte de temps extraordinaire. Nous avons fait la prise de rendez-vous dans le portail du patient à domicile. Maintenant, c'est en temps réel, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Et nous n'avons plus ce problème. Depuis également 7-8 ans, nous leur transmettons leur compte-rendu de consultation, d'hospitalisation, des blocs opératoires. Le problème ne se pose plus. On a réduit ce temps. Et pourtant, il reste des gains de temps et des gains d'efficience importants avec la coordination des soins. Aujourd'hui, nous sommes mal coordonnés entre acteurs et ça sera sans doute le sujet majeur des prochaines années. Si on ne veut pas faire, comme le disait l'orateur précédent, des burn-out au CHU de Grenoble ou en Californie, je vous invite à regarder, à lire des articles sur le burn-out des médecins en Californie. Je passe rapidement, j'ai plus que 5 minutes 49. Le deuxième sujet, c'est la transformation du paysage sanitaire. Vous êtes en plein dedans aujourd'hui avec le regroupement de vos hôpitaux. Nous sommes exactement dans la même situation. Nous avions plus de 2500 hôpitaux indépendants en France. Nous avons à peu près maintenant 140 GHT, groupements hospitaliers de territoire, ce qui veut dire que là, vous en avez, je crois, une vingtaine. Ce qui veut dire qu'on se regroupe. Si on se regroupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir tous parler entre nous, parce que nous, on garde tous notre autonomie juridique. Il faut garder tous des chefs. Mais si c'est possible, c'est aujourd'hui parce que le numérique permet de se concentrer, d'aller plus vite dans la circulation de l'information. Le numérique, dans cette diaporama, va permettre également d'organiser les parcours. Aujourd'hui, le parcours, quand j'entends parler des parcours, c'est souvent j'envoie la lettre au médecin traitant. Ce n'est pas ça le parcours. C'est dire on prévoit de faire tel acte, tel acte, tel acte, tel acte, à telle époque par tel acteur. C'est ça la description d'un parcours.
Ce n'est pas lui dire « je vous envoie une lettre de sortie ». Le numérique va permettre de faire ça, mais sur un territoire beaucoup plus large. Et quand je dis un territoire, c'est un territoire même virtuel. Vous ne le savez peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez des médecins dermatologues du Québec, du Canada, qui appellent tous les jours, qui envoient, pardon, tous les jours, j'exagère, mais régulièrement, nous avons des demandes de télé-expertise en dermatologie sur notre centre de Lyon, qui est l'un des plus puissants au monde. Et vous ne le savez pas, mais en 48 heures, votre patient, lui, il sait, il connaît son résultat, savoir s'il a un mélanome ou s'il a une suspicion de mélanome, s'il faut biopsier ou pas, là où nous avions avant plusieurs semaines devant nous. Le troisième impact, il concerne les métiers. Il y a 30 ans, des tas de métiers, depuis 30 ans, des tas de métiers ont disparu à l'hôpital. Ça va continuer. La grosse hécatombe chez nous, c'est l'hécatombe des métiers administratifs. Je vois qu'on se rapproche, il faut que j'accélère. Les métiers administratifs, secrétaire, bureau des entrées, hôtesse d'accueil, c'est l'une des conséquences du numérique. Ces métiers sont appelés à se transformer puisque progressivement, même le bureau des entrées, qui est la clé de la facturation, aujourd'hui nous avons un projet en œuvre qui s'appelle Zéro passage au bureau d'entrée, où les patients connus vont pouvoir aller directement dans l'unité de soins sans passer par la case départ du bureau des entrées. Et donc je pense que 2015-2025 sera la décennie de la grande réduction, et pour ne pas dire de la destruction des postes administratifs. Et les soignants. Est-ce que les soignants seront épargnés? Je ne pense pas du tout. On a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Je vais prendre quelques exemples sur l'intelligence artificielle. Le premier que vous avez tous en tête, et c'est d'ailleurs le seul que je vais évoquer, vu le temps qui me reste, c'est la radiologie et d'une manière générale tout ce qui concerne les métiers d'interprétation, dermatologie, ophtalmologie, cardiologie. Ce sont des métiers qui sont appelés à être transformés très rapidement. Et je pense qu'il faudrait s'interroger pour savoir que vont devenir ces métiers. Alors, dans le cas de la dermatologie en France, la démographie est tellement négative pour la dermatologie que ce n'est pas un problème, puisqu'il y a de moins en moins de dermatos, l'intelligence artificielle va apporter une vraie réponse. Mais elle va peut-être enterrer définitivement la dermatologie. La radiologie, la question va se poser. Mais il faut regarder aussi le bon côté. Aux urgences, ils peuvent avoir des réponses beaucoup plus rapidement qu'ils n'ont aujourd'hui. Transformation des métiers, des organisations sur les consultations. Nous avons enfin voté la loi en France. Non, pardon, elle a été votée en 2008, mais nous avons peut-être la chance de pouvoir la mettre en place en 2019. Il faut une certaine inertie quand même, sur les téléconsultations. Téléconsultations, mais aussi télétravail. Donc vous imaginez ce qui peut se passer, et je ne plaisante pas, un médecin qui reste chez lui pour faire des téléconsultations avec des patients, télétravail, téléconsultation. On peut se demander où est la relation humaine, et je vais y venir. Et puis un autre métier qui émerge beaucoup, c'est les cellules de coordination. C'est les cellules de coordination pour le suivi des patients à domicile. Là, nous en avons pléthore. Gardez en tête ces nouveaux métiers avec le numérique, là où on prend en charge aujourd'hui à peu près avec une dizaine d'infirmières, 250 patients en suivi à domicile pour des patients chroniques. On imagine pouvoir en suivre à peu près 2000 avec une bonne algorithmique derrière qui nous signalera les problèmes. Et puis le dernier grand vainqueur du numérique, c'est pour moi le grand vainqueur du numérique, c'est le patient. C'est d'abord le patient informé. Le patient informé, Michel Serres, sociologue français, disait que c'est la fin, avec le numérique, c'est la fin de l'incompétence a priori quand le patient se retrouve face au médecin. On a des médecins, c'est les derniers, il y en a encore, qui ont été formés à l'époque du général de Gaulle. Vive le Québec libre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quand même pas très jeune. Vous avez des patients qui sont souvent mieux informés que certains cliniciens. C'est aussi les patients qui vont devenir à la fois mieux éduqués, mais aussi qui vont se réunir en groupe. Peut-être que vous avez entendu parler du lévothyrox, vous avez peut-être entendu parler des gilets jaunes. C'est la même chose, lévothyrox, mais c'est un médicament pour lutter contre la thyroïdie. L'industriel a changé sa formule. Immédiatement, tout le monde a dit il y a des effets secondaires majeurs, on ne peut pas continuer comme ça. Le gouvernement a dit vous y comprenez rien. Les médecins ont dit mais non, ce sont des effets secondaires mineurs. C'était tellement mineur que les patients ont dit on arrête. Et le gouvernement a été obligé de faire pression sur l'industriel pour qu'il change sa formule. C'est la première fois que les patients se regroupent comme groupe de pression pour peser sur un industriel. C'est majeur, c'est ce qui va continuer à arriver au-delà des gilets jaunes en France. J'aurais pu vous raconter une anecdote sur
peut-être quelqu'un que vous avez connu, un artiste qui s'appelait Thierry Le Luron, mais j'ai pas le temps. Ah, il me reste 19 secondes. Ah non, je suis même en retard. J'accélère alors. L'autre changement pour les patients, c'est qu'il va devenir acteur. Aujourd'hui, un patient qui est pris à un domicile, un patient chronique qui est pris en charge, va pouvoir suivre son dossier chez lui. Il va pouvoir rentrer des symptômes chez lui. Il va pouvoir être informé très rapidement avant que sa situation se détériore et d'aller aux urgences. Il va pouvoir très rapidement être informé qu'il vaut mieux venir en consultation. Je vous renvoie là un excellent article du congrès de cancérologie qui a été publié en juin 2016 de l'ASCO pour montrer comment, lorsque le patient est pris en charge à domicile par la télé, par le numérique, on améliore à la fois sa qualité de vie de 35%, c'est-à-dire une innovation majeure, mais surtout son espérance de vie. C'est extraordinaire. Pensez au patient, faites-le participer à son domicile. Il est temps de conclure. Il est même plus que temps de conclure. L'hôpital va bouger, soyez-en certains, dans les 5 ou dans les 10 prochaines années. La période est bouillonnante, elle est passionnante. Il y a plein de choses qui existent, qui se font. Vous allez entendre parler des choses merveilleuses. Mon inquiétude, parce que j'ai toujours des inquiétudes, et c'est ce qui me guide, elles sont de plusieurs ordres. Je suis inquiet quand je vois Google et Apple faire de la santé. Ça m'inquiète. Je suis inquiet quand on a des médecins qui font des analyses comparatives entre les pronostics de diagnostic de Twitter et puis les cliniciens et les expertises des cliniciens. Ça m'inquiète beaucoup. Il y a des apprentis sorciers. Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète aussi de voir la taylorisation des actes dans l'hôpital. Ce qui ne change pas, ce qui ne changera pas dans les 10 ans, c'est le besoin de chaleur, c'est le besoin de bienveillance, c'est le besoin d'empathie. Nous aimons tous l'hôpital, il y a des gens extraordinaires à l'hôpital. Il faut leur laisser le temps d'être au contact du patient. Je sais peut-être, c'est basique ce que je dis, et pourtant je vois que le numérique va aussi accélérer le processus de prise en charge du patient, et donc va réduire le temps au contact du patient. Et puis je finis juste, ce coup-là je finis, par une petite remarque personnelle. J'étais jeune informaticien, j'ai connu le codage en hexadécimal, vous voyez, ça ne rajeunit pas, les cartes perforées, l'arrivée des mini-ordinateurs. Comme directeur d'hôpital, j'ai eu la chance de lancer des tas de projets. Ce fut une véritable chance pour moi d'être là au bon moment et de partager tant de projets avec à la fois mes collaborateurs, des soignants, et puis des Grenoblois, des Lyonnais, des Parisiens, et puis des Québécois depuis 20 ans. Je voudrais saluer, on est devenus des vrais amis, Jean Boulanger, et puis je voudrais faire un petit coucou amical, elle n'est pas là, mais je sais qu'elle y est peut-être par la pensée, à Gertrude Bourdon. Vous avez une femme exceptionnelle dans cette, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est l'ancienne directrice générale du CHU de Québec, et je lui transmets toutes mes amitiés. À chaque fois, j'ai constaté qu'il s'était créé des alchimies entre les équipes, et notamment entre le Québec et Lyon et Grenoble, et ces alchimies ont su soulever toutes les difficultés qui étaient sur notre chemin. Alors va-t-on vers une évolution ou une révolution? Moi j'allais dire, on aura toujours un petit bébé, c'est ma petite fille, et puis un papy qui aura besoin de services et de mots attentifs. Je ne sais pas si on va vers la révolution, encore une fois, je ne sais pas si on va vers des évolutions, peu importe les mots. En tout cas, l'avenir, il est à construire par chacun d'entre vous. On a tous besoin de vous. Et je vous souhaite à tous de faire ce boulot passionnément, comme j'ai pu le faire depuis maintenant 30 ans. Je remercie pour votre attention et pour les 4 minutes 12 de retard.